Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground. Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent les parcours de conception de nos familles. Vous entendrez aussi et surtout des familles homoparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de nos quotidiens qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode 22 du podcast Les enfants vont bien. Ce projet, il se rapproche beaucoup de nos parcours, beaucoup d'espoir et de désillusion aussi. En voilà un qui nous fait faire le yo-yo des émotions. Après une annonce fracassante de recul, voire de rétrogradation du projet, qui nous a mis le cœur et la tête en mode révolution, nous savons depuis mardi que le projet de la future loi bioéthique doit finalement reprendre son parcours devant l'Assemblée nationale dès le mois de juillet. Je ne sais pas si, comme moi, vous êtes perdu ou si vous avez besoin d'une piqûre de rappel pour faire le point sur les grandes lignes de ce projet. Alors j'ai souhaité échanger avec une spécialiste qui défend becs et ongles l'égalité qui est due à nos familles face à l'accès à la PMA et la reconnaissance de nos enfants en France. Maître Duret, avocate, spécialiste en droit de la famille et plus précisément de la famille homoparentale, a pris part au débat dans le cadre de son implication dans les associations pour lesquelles elle conseille. À mon micro, elle revient sur le parcours législatif, les grandes lignes du projet de loi initial, les révisions du Sénat et surtout sur la foi qu'elle a du pouvoir de l'Assemblée nationale. Cette loi sera pour nous une véritable avancée. Il y aura un avant et il y aura un après. Alors même si nous savons que les rouages français ne sont pas les mieux graissés, nous pouvons avoir bon espoir que les choses avancent dans le bon sens à court et moyen terme. Cet épisode a été enregistré pendant le confinement. Les lignes ont bougé depuis, mais rien ne change la donne. J'ai découvert avec Maître Duret, comme avec Maître Berdo, une personne très accessible, loin des clichés que nous avons sur les hommes et les femmes de loi, des personnes qui se battent avec nous par conviction, qui, dans leur domaine, se servent de leur connaissance et de leur réputation pour nous guider, nous accompagner et nous donner le pouvoir de nous défendre en toute égalité. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Maître Duret. Bonjour. Je vous remercie beaucoup de vous être rendu disponible pour cet enregistrement qui va avoir, à mon sens, un grand intérêt pour nous toutes et nous tous. Oui. Je vous remercie, moi, de m'avoir invitée. Je suis ravie de pouvoir intervenir dans le podcast. C'est avec grand plaisir. Très sincèrement, je pense qu'on a vraiment besoin d'intervention, notamment sur tout le cadre légal qui nous entoure, parce qu'on ne sait pas grand-chose finalement. Oui, bien sûr. Est-ce que Maître, vous pouvez me présenter vos multiples casquettes, parce que je sais que vous êtes très active dans les associations, notamment homosexuelles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est votre parcours et quelles sont vos attributions? Oui, très bien. Alors, je m'appelle Émilie Duret. Je suis avocate au barreau de Paris depuis 10 ans maintenant. Je viens de fonder un cabinet avec 3 consoeurs qui s'appelle le cabinet Alterlink et nous sommes notamment trois d'entre nous spécialisés en matière de droit de la filiation et nous avons une clientèle qui est composée en grande partie de familles homoparentales. Et parallèlement à ça, je fais partie de la commission juridique de l'association APGL depuis un certain nombre d'années. L'APGL, c'est l'association des parents gays et lesbiens, des parents et futurs parents d'ailleurs gays et lesbiens. Et la commission juridique, nous sommes quelques avocats à nous intéresser à ces questions. Donc je fais partie de la commission juridique. Et dernière casquette, j'ai cofondé l'association française des avocats LGBT il y a 2 ans, dont je suis la coprésidente depuis. Voilà. D'accord. Et si je ne me trompe pas, vous avez été aussi mêlée au débat sur la future loi bioéthique. Vous avez été amenée à
en tout cas donner votre avis. Oui, effectivement. Alors autant en faisant partie de la PGL qu'en qualité de coprésidente de l'AFA LGBT, j'ai eu l'occasion et j'ai été ravie de pouvoir donner mon avis, en tout cas de discuter avec de nombreux interlocuteurs, notamment parlementaires et d'un point de vue du ministère de la Justice sur la révision des lois bioéthiques pour donner un petit peu une expérience à la fois juridique en qualité d'avocate et à la fois de terrain en qualité d'acteur associatif et en côtoyant énormément de familles homoparentales. Oui, donc vous avez vraiment eu un rôle de conseil. Alors, j'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, j'ai été ravie de donner mon avis, qui n'a pas toujours été écouté, loin de là. Il y a eu beaucoup de rendez-vous, pour être honnête, où voilà, on a rencontré des personnes et on nous écoute, on nous dit oui, oui, bien sûr, et on sent bien qu'on nous écoute parce que c'est bien de nous écouter, mais que derrière, les décisions sont pour beaucoup déjà prises et que les rencontres avec les acteurs associatifs sont parfois, alors pas toujours, mais parfois plus une façade et une question de communication que réellement de réflexion sur les sujets. Mais bon, j'aime à croire que ça a pu jouer quand même quelque part. Oui, nécessairement. Je pense que toutes les oreilles n'auront peut-être pas été attentives, mais certaines l'auront été. J'espère. Donc aujourd'hui, en fait, on va traiter d'un sujet dont j'avoue, je suis pour lequel je suis assez ignorante, non pas par manque d'intérêt, au contraire, mais plutôt parce que on entend tout et son contraire et on n'a pas de vrais référents concernant ce sujet-là. Aujourd'hui, on va traiter de la nouvelle loi bioéthique. Tout à fait. Je serais ravie de vous éclairer du mieux possible, sachant qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'informations contraires et que même à ce jour, d'ailleurs, on ne sait pas exactement ce qui sera voté à l'issue du parcours législatif. Effectivement. Alors déjà, vous abordez un thème très important qui est le parcours législatif. Je pense qu'une piqûre de rappel sur le parcours serait bienvenue pour tout le monde. Alors, le parcours législatif, effectivement, le projet de loi avait été proposé d'abord en Conseil des ministres, puis voté en première lecture à l'Assemblée nationale. Il a été voté dans le courant de l'automne, je crois que c'était au mois d'octobre. Il a basculé au Sénat pour une première lecture au mois de février, et il devait repartir à nouveau. En fait, c'est une navette qui se fait entre le Sénat et l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale ayant plutôt vocation à avoir le dernier mot sur le contenu du texte. Et actuellement, en raison du confinement et des circonstances actuelles, eh bien, le projet de loi a été voté au Sénat en première lecture, alors de justesse, mais voté quand même au mois de février. Et actuellement, eh bien, le texte est en pause dans l'attente d'un retour à l'Assemblée nationale. Donc Assemblée nationale qui en fait doit retravailler sur certains articles de loi. Exactement. En fait, la version du projet de loi qui a été votée à l'Assemblée nationale n'est pas exactement, voire n'est pas du tout celui qui a été voté par le Sénat. Le Sénat a enlevé énormément de choses. Donc l'Assemblée nationale retravaille derrière, ça va repartir encore au Sénat pour finalement que le texte soit voté in fine. Mais à ce jour, les députés eux-mêmes n'ont aucune idée du calendrier qui sera fixé pour la poursuite du vote de la loi. D'accord. Est-ce qu'on peut faire un point sur l'état actuel de la loi bioéthique, en tout cas de ce à quoi on a droit avant vote de cette deuxième loi, et où on va ? Alors, l'état actuel sera assez rapide à faire puisque pour l'instant, eh bien, nous n'avons droit à rien. Alors, je parle uniquement du volet ouverture de la PMA à toutes les femmes. Je me garderai bien d'avoir un avis sur la partie médicale, bioéthique pure, puisque ce n'est pas du tout mon domaine de compétence. Mais actuellement, en France, la procréation médicalement assistée ou aide médicale à la procréation est réservée aux couples hétérosexuels. Il exclut donc de fait les femmes célibataires, les femmes seules, ou les femmes en couple avec une autre femme. Donc là, l'idée, c'est d'ouvrir, en tout cas de cette nouvelle loi, c'est d'ouvrir la PMA à toutes. Exactement, ouverture de la Et à PMA tous ? à toutes les femmes. Alors, à tous, ça serait compliqué de vous répondre puisque, alors c'est une très bonne question. Comment est-ce que je peux répondre à ça? À tous, alors à tous non, à toutes très certainement. Le critère du couple tout court et du couple hétérosexuel devrait sauter puisque les couples de femmes, les couples de lesbiennes, les femmes seules auront la possibilité de bénéficier d'une aide médicale à la procréation en France, ce qui aujourd'hui leur est interdit, ce qui conduit de toutes les femmes qui sont dans ces circonstances-là à se rendre à l'étranger, ce que vous connaissez aussi bien que moi. Voilà, tout à fait. Oui.
Et alors pourquoi le à tous non? Parce que justement, je sais où je veux en venir, hein, à la GPA, mais Bien est-ce sûr. que la GPA du coup sera étudiée Alors et légiférée dans cette loi? Alors, la GPA en tant que telle, en tant que process, est absolument exclue du champ, d'application, de la révision des lois bioéthiques. Le processus de gestation pour autrui est un processus qui est interdit en France actuellement. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'évidemment, on essaie de sécuriser, la filiation des enfants qui sont nés par GPA dans des pays dans lesquels la GPA est légale, puisqu'il y en a un certain nombre, notamment, Mmh. dans certains pays de l'Est et en Amérique du Nord. Et il n'a jamais été question de légaliser la GPA en France, en tout cas pas à ce jour. Ce dont il a été question, c'est de faciliter la reconnaissance de l'état civil des enfants nés de GPA. C'est-à-dire, alors c'est toujours un petit peu obscur quand on parle de transcription et d'état civil. L'idée, c'est simplement de dire qu'un enfant qui est né d'une GPA aux États-Unis, qu'elle soit d'ailleurs de GPA d'un couple hétéro ou d'un couple homo, puisqu'il y a évidemment autant l'un que l'autre, eh bien, on facilite le fait qu'il obtienne un acte de naissance français, puisque l'enfant va naître avec un acte de naissance, dans le cas pour lequel je prends un exemple américain, et Mmh. depuis un certain nombre d'années, alors ça va de mieux en mieux, mais ça n'est pas encore tout à fait terminé, la France fait obstacle en disant plus ou moins qu'à partir du moment où cet enfant est né d'une GPA à l'étranger, eh bien, certes, il est là, il n'y a pas de souci, mais on ne va pas lui donner un acte de naissance français. Aujourd'hui, on est dans un espèce d'entre-deux qui fait que on n'accepte pas en tant que tel l'acte de naissance français, mais on permet de le faire reconnaître, et d'ailleurs notamment par la voie de l'adoption aussi, pour que les deux pères ou les deux parents, d'une façon générale, soient reconnus. Il y a un Mmh. amendement qui avait été proposé, je crois que c'était par le groupe de la LREM, pour faciliter et pour en quelque sorte officialiser cette facilité de reconnaissance des actes d'état civil pour les enfants nés de GPA, qui a été voté un soir, un peu par erreur, je crois. Ils ont été les premiers surpris à l'avoir voté, et ils ont fait D'accord. machine arrière très, très rapidement. Je crois qu'ils ont revoté la même chose le lendemain ou 2 jours plus tard en disant: «Oh là là, non, surtout pas». De mémoire, ils avaient juste pas compté le nombre de députés qui étaient présents, et les contre n'étaient pas présents. Les pour D'accord. étaient là, donc on a eu une espèce d'effet d'annonce de: «Oh là là, génial, les actes de naissance des enfants nés de GPA vont être reconnus de façon plus facile», et en fait, pas du tout. Donc D'accord. PMA pour toutes, oui, et pour tous, à mon sens, hélas, certainement pas. D'accord. Donc le vrai enjeu, de cette nouvelle loi bioéthique, c'est effectivement l'ouverture de la PMA, donc aux couples de femmes, mais aussi la filiation et en tout cas la mise en place d'une filiation potentiellement directe. Exactement. Alors d'ailleurs, une fois que la loi a été votée au Sénat, on se rend compte que ce qu'on pensait être le vrai enjeu, c'était l'enjeu de la filiation, mais quand on regarde le texte post-Sénat, on se rend compte que malgré tout, tous les volets sont de vrais enjeux, puisque le remboursement par la sécurité sociale est un enjeu qui a été, exclu par le Sénat, par exemple. Ce qui Oui. avait été voté à l'Assemblée, le Sénat a dit: «Non, non, non, ça sera uniquement, les cas qui relèvent de l'infertilité pathologique». Donc finalement, le remboursement qu'on pensait acquis est un enjeu, alors qui sera voté par l'Assemblée, j'ai pas beaucoup de doutes, mais malgré tout, c'est un enjeu. Et Mmh. effectivement, l'affiliation était, le volet qui intéressait, en tout cas, nous, en tant qu'avocats, qui nous intéressait énormément, puisqu'il s'agira de faciliter l'affiliation à l'égard de la maman qui n'a pas porté l'enfant. Il faut juste Mmh. rappeler, même si encore une fois, je pense que, voilà, vous êtes très bien placés pour le savoir, et sûrement celles qui vous écoutent aussi, mais qu'aujourd'hui, Mmh. quand un enfant naît d'une PMA dans un couple de femmes, eh bien, quand il naît, la filiation, c'est-à-dire le lien parent-enfant juridique évidemment, et je prends des pincettes, je parle toujours uniquement de droit et pas d'affectif et d'amour, le lien à l'égard de celle qui n'a pas porté n'est pas fait à la naissance. Il faut passer par la procédure d'adoption. L'enjeu de la révision Voilà, exactement. voilà, l'enjeu de la révision des lois bioéthiques, c'est de ne plus, passer par cette adoption, et d'établir dès la naissance la filiation à l'égard des 2 mères. Voilà. Oui, donc une filiation qui sera directe à la naissance. Une filiation qui sera directe à la naissance, on a eu beaucoup de débats, sur la façon dont cette filiation allait être, allait être effectuée, puisque filiation directe, d'un point de vue, législatif au niveau de l'Assemblée, il n'y avait pas de doute là-dessus. Là encore, quand je vous Mmh. parlais du Sénat, par exemple, le Sénat restreint la filiation à l'adoption.
Donc, comme quoi, ce qu'on peut penser comme acquis n'est pas forcément acquis pour tout le monde. Mais on va dire que devant l'Assemblée nationale, la filiation directe, et c'était, je crois, une volonté du gouvernement, c'était acquis. Maintenant, il y a plein de façons de faire cette filiation directe. Et dans les propositions qui ont été faites, dans un premier temps, puis dans le texte final, eh bien, la façon dont on fait la filiation, ce sont des choix politiques. Et ces choix politiques, particulièrement dans un premier temps, ont été, là encore, alors discriminants, je ne sais pas si on peut employer ce mot-là, mais en tout cas, on ne laisse pas la possibilité aux couples de lesbiennes d'établir la filiation de la même façon qu'un couple hétérosexuel. Oui, c'est bien la problématique. C'est bien la problématique. Alors, il y avait des propositions qui avaient été faites qui rendaient les choses un peu compliquées, mais encore à ce jour, on a pris la moins pire des solutions prévues, et malgré tout, ça n'est pas la même chose. Qu'on soit un couple de femmes, qu'on soit un couple hétéro, on a recours à une PMA, eh bien, le résultat au niveau de la législation pour faire et reconnaître la filiation ne sera pas la même chose. Alors, si je peux vous l'expliquer juste en 2 minutes. Bien sûr. En gros, aujourd'hui, un couple hétérosexuel qui a recours à une PMA, voilà comment ça se déroule. Ils vont signer devant le notaire un consentement éclairé à la PMA. L'idée de ça, c'est de dire « je m'engage dès maintenant à être le parent de l'enfant ». L'idée encore derrière tout ça, c'est de dire « il ne faudrait pas que monsieur, pendant la grossesse, puisqu'on a eu recours à une PMA avec un tiers d'honneur, que monsieur se dise finalement cette histoire d'enfant, ça ne m'intéresse plus trop, je m'en vais et de toute façon on ne pourra pas faire établir la filiation puisque biologiquement je ne suis pas liée à l'enfant qui va naître. Donc on fait signer un consentement qui contraint en quelque sorte le père, le futur père, à faire établir sa filiation. Mais ce consentement, il reste chez le notaire. C'est-à-dire qu'on ne s'en sert que s'il y a un conflit. On ne s'en sert concrètement que si le père part pendant la grossesse. Plus ou moins, c'est ça. Une fois que l'enfant est là, eh bien, on oublie qu'on a eu recours à une PMA. C'est-à-dire que si le couple est marié, eh bien, une présomption de paternité qui fait que monsieur n'a rien à faire, il est automatiquement le père de l'enfant. Et si le couple n'est pas marié, c'est juste une reconnaissance à la mairie. Et en fait, ça, c'est ce que nous, en tout cas une partie des avocats, une partie des associations souhaitaient absolument, et d'ailleurs on n'a pas fini, on n'a pas terminé le combat en quelque sorte, on voulait une égalité parfaite entre les couples homo qui ont eu recours à une PMA et les couples hétéros qui ont eu recours à une PMA. Tout simplement. Oui, c'est effectivement le gros enjeu de la législation, enfin de la légifération autour de la filiation. Et moi, ce que je trouve assez étonnant, c'est que dans d'autres pays qui sont proches de nous, cette filiation directe, elle est déjà existante. Donc il y a des modèles qui fonctionnent, dont on pourrait s'inspirer et dont on ne se sert pas. Oui, bien sûr. Vous allez en Belgique, vous allez en Angleterre, enfin dans la plupart des pays qui ont ouvert la PMA, la filiation, elle est automatique. Alors là encore, avec des modalités qui peuvent être différentes, mais elle est automatique et de façon assez simple. Et dans tous ces pays, d'ailleurs, ces avancées sociétales n'ont pas été si difficiles qu'elles ne l'ont été en France. Même dans ce cadre-là de la révision des lois bioéthiques, nous, en tant qu'avocats, en ayant rencontré des personnes au ministère de la Justice, des députés, on se rend compte qu'il y a quand même une volonté de rassurer les autres, avec un grand A, que ça n'est pas la même chose. C'est-à-dire que quand nous, on leur explique que appliquer aux couples de femmes le même régime que pour les couples hétéros, ça ne révolutionne pas le code civil, c'est-à-dire que voilà, ça ne change pas grand-chose, il y a simplement un article à changer qui permette de faire la même chose, mais qu'on ne change rien, ce sont des processus qui existent déjà, on nous répond oui, mais quand même. Oui, mais c'est pas pareil. Donc, on a beaucoup ressenti ce besoin d'ouvrir des petites cases pour mettre les couples de femmes dans ces petites cases. Comme s'il fallait rassurer les couples hétéros de la supériorité de leur filiation. Exactement. En fait, il faut bien expliquer que non, on ne va pas brûler le code civil. Mais malgré ça, il y a cette réticence. Alors, on nous explique des grands principes, des grandes valeurs, mais bien sûr, l'ouverture, et d'ailleurs tant mieux, ça sera fait et c'est très bien, l'ouverture de la PMA, la filiation, on sécurise, c'est formidable, mais malgré tout, dans toute cette belle idée de grands principes d'égalité, on ouvre une petite case qui dit que les couples de femmes auront accès à ce mode-là spécifiquement et pas les autres. Et d'ailleurs, dans le cadre des débats et de toutes les discussions qui ont pu avoir lieu,
on a aussi bien dit qu'il fallait laisser les couples hétérosexuels dans ce régime actuel qui leur permet, alors c'est plus du tout à la mode maintenant le mensonge, mais malgré tout qui leur permet de dire ce qu'ils veulent à leurs enfants, puisque la mention du don n'apparaîtra nulle part. D'accord, oui. On a ressenti cette distinction, vraiment, entre les couples hétéros et les couples de femmes, ça n'est pas la même chose. Et alors justement, est-ce que cette distinction-là, elle va aussi se retrouver au moment de l'accès à la PMA, si elle est votée, soyons clairs. Oui. Est-ce qu'il va y avoir une espèce d'ordre de priorité ou pas? Alors c'est une très bonne question. Officiellement et légalement, évidemment que non, c'est absolument impossible. Maintenant, je ne sais pas, il y a quand même une petite opacité sur les CECOS, qui sont les centres d'accès à la procréation médicalement assistée en France. Je ne sais pas comment les dossiers vont être traités. Alors la seule certitude, c'est qu'ils vont être traités avec énormément de délais, puisque les délais actuels en France pour bénéficier d'une PMA sont déjà d'1 an grand minimum, et on est plutôt sur 2 ans. Il y a énormément de couples hétéros qui vont à l'étranger parce que les délais sont plus rapides. Les délais vont nécessairement se rallonger. Je ne sais pas, je ne suis pas persuadée qu'il n'y aura de la discrimination nulle part. Oui. Donc finalement, déjà, en soi, il y a une discrimination, en tout cas voulue par le Sénat, mais on verra si l'Assemblée revient dessus, liée au remboursement ou pas de la PMA. Et j'espère qu'il reviendra dessus. Je pense, j'espère, oui. Et effectivement, je pense qu'il y aura forcément une discrimination, en tout cas dans les débuts, à l'accès à la PMA, déjà parce qu'il n'y a déjà pas suffisamment d'accès pour les couples hétéros. Oui, exactement. Donc les délais vont se rallonger encore. Et comment est-ce qu'ils vont prioriser ? Le principe sera l'égalité, que dans certains départements, certains CECOS, voilà. Je ne suis pas sûre que le principe sera appliqué réellement partout. Donc ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que ce n'est pas encore la fin de nos voyages à l'étranger pour recevoir nos familles. Depuis l'été dernier à peu près, j'ai beaucoup de clientes que j'ai accompagnées pour des procédures d'adoption pour le premier enfant, et qui me disent: ah oui, on réfléchit au deuxième. À votre avis, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on attend ou est-ce qu'on repart à l'étranger ? Et absolument toutes, je leur ai dit: mais courez à l'étranger. Tant que ça n'est pas acquis en France, voilà, ça ne sert à rien d'espérer avoir des délais rapides. Déjà que la loi soit votée, et le fait est qu'à l'évidence, elle ne l'est pas encore. Et ensuite, les délais seront longs. Donc oui, effectivement, les voyages à l'étranger, le Thalys et autres ont malheureusement de beaux jours devant eux, je pense. De beaux jours devant eux, ouais. Clairement. Dans cette loi bioéthique, quels sont les autres grands thèmes, on va dire ? Parce que c'est vrai que nous, on a ces idées-là en tête, donc ça, c'est à peu près ce qu'on connaissait, ce qu'on avait compris de la future loi bioéthique. Il y a d'autres thèmes qui vont être abordés ? Alors, il y a d'autres thèmes qui vont être abordés, notamment l'autoconservation des ovocytes pour les femmes seules, justement, l'autoconservation qui est aujourd'hui interdite sauf critères médicaux. Et alors, effectivement, il y a toute la partie, ce que j'appelle bioéthique pure, sur la recherche des embryons, ce genre de choses. Et alors là, je vous avoue que mes compétences s'arrêtent assez rapidement sur ces questions-là. Malheureusement, je ne vais pas vous être d'une grande aide sur l'autre partie purement médicale de la loi bioéthique. Non, mais finalement, de toute manière, ce qui nous intéresse, c'est plutôt tout ce qui va être accès à la PMA, gestion des dons, voilà. Complètement. Et du coup, pour en revenir aux dons, en France, actuellement, les centres de PMA fonctionnent avec leur propre, les dons d'une banque française de mémoire. Oui. Est-ce qu'il serait envisagé de se fournir en Europe, ou que nous-mêmes, nous puissions faire venir nos paillettes vers les centres de PMA ? Alors, faire venir des paillettes sur le centre de PMA, je vous avoue que je ne sais plus, mais je ne crois pas. Je crois que ça a été évoqué, mais que ça ne sera pas possible. En fait, les CECOS fonctionnent effectivement avec leurs propres réserves, ce qui explique bien évidemment les délais. Délais d'ailleurs qui seront d'autant plus rallongés que, vu qu'on bascule d'un régime d'anonymat à un régime de levée de l'anonymat, il avait été question de jeter aux oubliettes les stocks de gamètes entre guillemets anonymes,
Mmh. avant le vote de la loi, ce qui aurait encore et encore et encore rallongé. Donc finalement, je crois qu'ils ont choisi une option intermédiaire d'utiliser jusqu'au vote de la loi les stocks de gamètes. Mais effectivement, les banques françaises fonctionnent avec leurs propres gamètes. Importer des gamètes étrangères me semble absolument pas envisagé. De la même façon qu'il a été question du don dirigé, c'est-à-dire, eh bien, je suis en couple avec une femme, mais heu, mon meilleur ami souhaite être le donneur et nous souhaitons faire les choses, dans un cadre médical, donc dans un sécos et dans un hôpital. Eh bien, ce don dirigé a été refusé, heu, au stade du vote de la loi. D'accord, même le don dirigé, alors, enfin, même le don, parce que je sais que dans certains pays, c'est possible d'amener son donneur, mais de ne pas en bénéficier, mais par contre de pouvoir bénéficier plus rapidement d'un don de gamètes. Alors ça, alors ça, c'est pas le don dirigé. Ça, c'est effectivement, je viens avec quelqu'un qui donne et moi, je passe en haut de la pile. Ça, Ouais. je crois que c'est effectivement déjà le cas. Alors c'est plus ou moins officieux. Je crois que rien n'est écrit nulle part et que théoriquement, je suis pas persuadée que ça soit, légal ou en tout cas écrit, mais pour avoir entendu des histoires de couples et de familles, je crois que c'est plus ou moins applicable dans certains sécos. Hem Mmh. et je ne pense pas qu'il y ait ce volet-là dans la partie bioéthique, mais très honnêtement, il faudrait vérifier. D'accord, mais par contre, donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que dans la future loi bioéthique, la levée d'anonymat est un des articles de la loi. Exactement, on change complètement de paradigme. On était sur des lois bioéthiques, qui dataient sur le principe de l'anonymat absolu, avec une impossibilité totale de lever l'anonymat ou d'avoir accès à des données du donneur, non identifiantes Mmh. par exemple. D'ailleurs, c'était à une époque, on parle d'il y a 30 ans, où on encourageait très vivement les couples hétéros, en l'occurrence, à ne pas faire état du don aux enfants, ce qui a donné lieu à des parcours un peu difficiles et à des enfants qui se sont rendus compte très, très tardivement qu'ils étaient nés d'un don. À la Mmh. suite de cette prise en compte et peut-être aussi en voyant que dans certains pays étrangers, eh bien, l'anonymat était, une possibilité, en tout cas on pouvait lever l'anonymat, on change complètement de paradigme et donc on bascule sur un anonymat impossible. Il y aurait eu la possibilité de faire ce qu'on appelle le double guichet, c'est-à-dire, eh bien, le donneur choisit d'être anonyme ou pas et les parents choisissent un donneur anonyme ou pas, ce qui se pratique dans plusieurs pays, je pense notamment au Danemark. Mmh. Mais le gouvernement a choisi de basculer complètement dans un régime d'anonymat impossible cette fois-ci et donc dans la nouvelle PMA française après vote de la loi, l'enfant pourra, à sa majorité, avoir accès à des données non identifiantes du donneur, mais également à son identité. Alors dans quelles circonstances, quel degré de détail, je ne sais pas du tout, mais en tout cas, le principe devient la levée de l'anonymat, effectivement. D'accord. Oui, donc ce qui quand même, est une révolution, enfin, pour la Oui, France, complètement. paraît-il. Ah oui, oui, complètement. On Mmh. passe vraiment de 30 Mmh. ans de politique d'anonymat imposée, sans possibilité d'avoir accès à quoi que ce soit à, eh bien, là, les données identifiantes seront, accessibles par l'enfant et l'identité du donneur éventuellement aussi. D'accord, OK. Bon, c'est sûr que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas encore mesurer, pour le moment. On peut même pas, envisager la procédure puisque c'est même à l'étranger, c'est encore, très récent. Oui, Mais bon. complètement. Oui, oui, complètement et puis les enfants, il y a des enfants majeurs, mais on va dire que le boom de la PMA est, quand même ces 10 dernières années, 15 dernières années, mais les enfants sont encore mineurs Complètement. donc on tâtonne encore un petit peu sur ces questions-là, ouais. Mmh. Complètement. À quoi on peut s'attendre du coup, de la part de cette loi finalement? Sur quoi le Sénat, retoque l'Assemblée nationale et sur quoi l'Assemblée nationale va faire, front? Je pense que l'Assemblée nationale va rester plus ou moins droit dans ses bottes sur, le texte qui a été, sorti, à la première lecture. Encore une fois, le Sénat a donc, enlevé le critère du remboursement, enlevé le critère de la filiation directe, donc a vraiment, voté un article de on ouvre la PMA, mais alors vraiment le strict, strict minimum. D'ailleurs, l'accès aux Mmh. origines était limité par le Sénat. L'autoconservation des gamètes a été refusée par le Sénat, donc c'était vraiment juste, service minimum, minimum. Je Ah pense oui. que l'Assemblée nationale va rester sur la mouture du texte, qui a été voté en première lecture. Alors, heureusement pour la partie, eh bien, remboursement, heu, filiation directe. En ce qui me concerne, malheureusement pour la partie filiation où
même si la filiation sera directe, puisque dès la naissance de l'enfant, les deux mères seront les mères juridiques de l'enfant. La façon dont la filiation est établie, je regrette, moi, qu'elle ne soit pas égalitaire au couple hétérosexuel. Oui, parce que là, actuellement, concrètement, enfin, c'est ce que vous disiez en tout début d'interview, que la filiation, elle serait certes directe, mais on n'avait pas encore trop la notion de comment ils allaient la rendre directe sans la rendre égalitaire. En fait, ça va être alors, les associations ont quand même un petit peu râlé quand on a entendu les premiers projets sur la reconnaissance de la filiation. Alors, ils ont appelé ça une déclaration anticipée de volonté. Concrètement, c'était une déclaration signée par les deux mamans à venir, en disant « Nous sommes les parents de l'enfant ». Cette déclaration, elle devait être présentée à l'officier d'état civil au moment où l'enfant naît. Sauf que cette déclaration devait apparaître sur l'acte de naissance. Et donc, il n'est pas question de faire apparaître comment l'enfant a été conçu sur l'acte de naissance de l'enfant. Donc, à partir du moment où une partie des associations a un petit peu râlé en disant qu'ils allaient un petit peu trop loin, on a transformé le nom de cette déclaration, on l'a appelée reconnaissance, ce qui donne l'impression d'être la même reconnaissance qu'un couple hétérosexuel, alors pourtant que ce n'est pas la même, puisqu'un couple hétérosexuel peut faire sa reconnaissance en mairie, et en pratique c'est toujours le cas. Il peut le faire devant un notaire, mais il peut surtout le faire en mairie, ce qui fait que concrètement, quand l'enfant naît, le père va à la mairie déclarer la naissance de l'enfant, et en même temps, il fait sa reconnaissance de paternité. Il peut la faire avant, mais il peut la faire à ce moment-là. Là, pour les couples de femmes, cette reconnaissance sera faite devant un notaire, obligatoirement. Donc, la filiation sera sécurisée parce que faite devant le notaire, mais malgré tout, pas la même que si c'était un couple hétéro qui avait eu recours à une PMA. Exactement. Et je suppose qu'elle aura donc un coût. Et elle aura donc un coût. Effectivement, comme toujours, c'est toujours la même histoire depuis le début. Alors là, la PMA sera remboursée, mais elle aura un coût puisque les notaires ne vont pas recevoir des actes gratuitement. Nous sommes bien d'accord là-dessus. On est bien d'accord. Oui. Au niveau du remboursement de la PMA, pardon, je passe complètement du coq à l'âne, mais vu qu'on vient d'en parler, au niveau du remboursement de la PMA, il est question de rembourser sur les mêmes quotas que les couples hétéros ou les quotas seront différents? Non, il est question de rembourser sur les mêmes quotas. Ça me semble d'ailleurs très difficile Alors on peut réserver le remboursement comme ce que souhaitait le Sénat à un critère pathologique d'infertilité uniquement, ce qui vaut pour tout le monde. Bon, ce qui en pratique, voilà, faudra surtout pour les couples hétéros. Mais ça me semble absolument impossible et je pense que ça ne passerait pas la barrière du Conseil constitutionnel d'expliquer que pour les couples hétérosexuels, eh bien, le remboursement sera à tel quota et pour les couples de lesbiennes, il sera à tel quota. Ça me semble très difficile. Ouais, non, c'est sûr que c'est... Bon, après, en pratique, ils peuvent tout faire finalement. Mais bon, c'est vrai que c'est... Oui, en pratique, ils peuvent tout faire, mais aucun parlementaire n'a très envie que la loi soit censurée par le Conseil constitutionnel derrière. Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Et là, on a jusqu'à présent, donc on l'a évoqué, hein, mais on a surtout parlé des couples de femmes. Il est bien clair dans la loi que la PMA sera aussi ouverte aux femmes seules. Elle sera aussi ouverte aux femmes seules, effectivement, alors qu'elle est fermée actuellement. Seront ouvertes aux femmes seules, comme aux couples de femmes bien sûr, mais l'autoconservation des ovocytes et l'accès à la PMA tout simplement. Mais c'est vrai qu'on en parle moins puisque la partie filiation ne les concerne moins, de fait. Voilà. Alors, elle peut les concerner, j'avais discuté avec des associations de mamans solo, justement sur la façon dont une future, peut-être deuxième filiation pourrait être établie. Donc ça peut les concerner, mais de façon, on va dire, très indirecte. Sur la partie filiation, c'est les couples de femmes, mais bien évidemment, et fort heureusement, les femmes seules aussi auront accès à la PMA en France. D'accord. Je vous remercie beaucoup, Maître Duren, pour toutes ces précisions. Je pense que ça nous a éclairés. En tout cas, on avait quand même des notions, en tout cas moi j'avais quand même des notions de base sur cette loi. Là, je pense que clairement, je touche beaucoup mieux du doigt les vrais enjeux de la loi bioéthique, qui certes sont ce qu'on connaît, l'ouverture de la PMA pour toutes et la filiation. Maintenant, c'est vrai que le gros enjeu, c'est l'équité entre l'ensemble des couples qui existent. Est-ce que vous
vous pouvez du coup nous résumer les grandes phases et les grands enjeux qui se profilent? Oui, bien sûr. Alors, avant toute chose, le timing qui est absolument inconnu pour l'instant. Donc, on parle de l'ouverture de la PMA, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle aura lieu. Les grands enjeux, pour les couples de femmes, c'est l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, la façon dont la filiation sera établie, à savoir une filiation directe et si tout va bien, on n'aura plus à passer par cette procédure d'adoption qui nous est imposée actuellement. Le remboursement qui devrait être acquis pour les couples de femmes et la levée de l'anonymat pour le donneur, si la version qui est votée en deuxième lecture ressemble à la version votée en première lecture. D'accord. Au niveau du timing, donc effectivement, vous dites que c'est inconnu. En gros, il faut tabler sur quoi? 3-5 ans, quelque chose comme ça? Alors, moi je parlais du timing du vote, donc j'ose espérer que le vote sera voté, la loi sera votée avant 3 à 5 ans. Honnêtement, le timing bon, concrètement pour tomber enceinte, j'en ai absolument aucune idée. Je dirais à partir du moment où la loi est votée, je pense que 2 ans est un grand minimum, mais on peut toujours espérer. Oui, on peut toujours espérer. Là, la prochaine présentation du texte à l'Assemblée nationale, bon, évidemment, on est en plein confinement, donc c'est pas simple de l'envisager. Pas du tout. Mais concrètement, c'est avant l'été, après l'été? Alors, je pense que ce sera après l'été, et j'espère qu'elle sera avant la fin de l'année. Pour l'instant, rien n'est prévu. Certains députés se sont émus de l'absence de report de la loi, en tout cas d'absence de calendrier fixé, parce qu'on veut bien qu'on nous dise que ce sera le mois de novembre, mais ce serait peut-être limite rassurant que ce soit fixé au mois de novembre. Pour l'instant, nous n'avons absolument aucune idée du retour, de la date de retour de la loi à l'Assemblée nationale. Oui, bon, et puis en plus, on se doute que ça va pas être la priorité du moment. Non, je ne pense pas. Ça n'a déjà pas été la priorité de ce quinquennat, ni de celui d'avant. Donc effectivement, j'ai pour le coup peu d'espoir sur un vote rapide de la loi, mais on aura peut-être une bonne surprise, sait-on jamais. Sait-on jamais. On peut toujours espérer. Peut-être que ça va faire avancer les choses. Oui, peut-être. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup, Maître, d'être revenu sur cette loi biotique. Je pense que ça nous aura bien éclairé et ça nous permettra vraiment de comprendre les enjeux et de savoir pourquoi on se bat. Mais je suis ravie d'avoir pu en discuter avec vous et effectivement que cette loi soit votée et qu'on arrête de se battre. Voilà. Je vais remettre en lien de cet épisode le lien de votre site internet ainsi que votre nom pour pouvoir orienter nos auditrices et nos auditeurs s'ils le souhaitent et s'ils en ont besoin vers vous. D'accord, ok. Eh bien écoutez, je serais ravie de les accueillir. Je vous remercie beaucoup encore une fois, en tout cas Maître, de vous être rendu disponible et de nous avoir éclairé sur ce sujet hautement intéressant et surtout hautement sensible. Merci beaucoup Maître, à bientôt. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir le podcast en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, et plus particulièrement sur Apple Podcast, afin de lui donner plus de visibilité. N'hésitez pas à le partager et à le faire découvrir. Plus nous gagnerons en visibilité, plus nous aiderons d'autres familles à se construire, et ainsi nous normaliserons les nouveaux schémas familiaux. Peut-être aurons-nous aussi la chance de pouvoir rassurer et montrer la voie aux nouvelles générations. Vous retrouverez en note de cet épisode le site internet ainsi que les coordonnées de Maître Duré. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à vendredi prochain pour écouter un nouvel épisode du podcast Les enfants vont bien. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in this dream. While you watch the people speaking words you can't quite comprehend. You asked me if I'd pinch you, but my fingers wouldn't bend. I'll be right behind you, Josephine. Just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone.
Josephine. Even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest, so I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath, and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out. Oh, I wanna feel a little less alone, less alone.